Bonjour, vous écoutez Royal, le premier podcast de Vanity Fair consacré à la royauté. Pour cette première saison, nous allons vous parler des rebelles des Windsor. Et je laisse la parole à notre spécialiste, Pierrick Jay, journaliste à Vanity Fair. Bonjour, je suis Pierrick Jay et dans cet épisode des rebelles des Windsor, je vais vous raconter le destin des deux princesses qui en ont fait voir de toutes les couleurs à Élisabeth II. Je parle bien évidemment de Diana et de Sarah Ferguson. Beaucoup des tragédies qui ont bousculé le quotidien des Windsor se sont produites l'été. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que le soleil échauffe l'esprit des têtes couronnées. Même si en Écosse, et plus particulièrement à Balmoral, où la famille royale passe une grande partie de ses vacances, les mois d'août sont rarement caniculaires. En tout cas, le 20 août 1992, c'est le prince Philippe, époux d'Élisabeth II, qui a bouillonné de colère. Pour resituer la scène, nous sommes donc dans le château de Balmoral, où la reine et le duc d'Édimbourg ont leur habitude estivale. Sa Majesté passe ses journées à monter à cheval, tandis que le duc rêvasse devant sa canne à pêche, attendant que quelques truites viennent y mordre. D'autres membres de la famille royale y passent aussi quelques jours de congé. Cet été 1992, on y retrouve notamment Charles et ses deux enfants, ou encore le prince Andrew et son épouse Sarah Ferguson, ainsi que leurs deux petites filles, les princesses Eugénie et Béatrice. Depuis son mariage avec le deuxième fils de Sa Majesté, Fergie, comme la surnomment tendrement les médias, apporte sa joie de vivre et son piquant à la famille régnante, qui en a souvent bien besoin. Élisabeth II et le prince Philippe ont toujours apprécié cette belle fille, certes un peu fantasque, mais tellement plus simple à gérer que l'imprévisible Diana. Nous y reviendrons d'ailleurs. Le mariage d'Andrew et Sarah, le 23 juillet 1986, à l'abbaye de Westminster, à Londres, avait été une célébration de l'amour. Les deux époux se connaissaient depuis l'enfance, puisque Sarah était la fille du professeur de polo des princes Philippe et Charles. Ils avaient donc joué à cache-cache et à chat dans les jardins du château de Windsor, avant de goûter ensemble à d'autres amusements. Certes, leur mariage avait été moins médiatisé que celui de Charles et Diana quelques années plus tôt. Surtout qu'Andrew et Sarah ont rapidement été moqués par la presse, mais aussi par les sujets de sa vénérable majesté. On pointe notamment du doigt leur résidence redécorée à la sauce bling-bling que les journalistes aiment comparer à celle que l'on voit dans les feuilletons Dallas et Dynasty. Pas très royal en somme. Certes, Sarah Ferguson est drôle et libérée, mais beaucoup la considèrent aussi comme trop vulgaire pour les Windsor. Et son attirance pour l'argent va vite conforter cette idée. La nouvelle duchesse d'York dépense sans compter. Elle dit passer ses journées à écrire une collection de livres pour enfants, mais on sait que son passe-temps préféré, c'est plutôt le shopping. Un jour, elle ira même jusqu'à vendre le droit de la photographier avec mari et enfants au magazine espagnol Hello pour la somme de 200 000 livres, rien que ça. Et on le sait, dans la famille royale, frayer de la sorte avec la presse people, ce n'est jamais bien vu. Car souvent, cet attrait médiatique devient un piège, dans lequel on se laisse trop rapidement enfermer. Diana pourra en témoigner, Fergie aussi. En 1992, 6 ans après leur mariage, l'ambiance n'est déjà plus vraiment à la fête chez les York. Fergie n'amuse plus personne, mis à part la presse people qui se délègue de ses frasques de plus en plus nombreuses. Pour cause, l'union des York vacille déjà. Non pas que Sarah n'aime plus Andrew, mais simplement elle s'ennuie des si longues absences de son époux, occupé par sa carrière d'officier de marine. Alors, elle trompe sa solitude dans les bras d'autres hommes dont l'existence est de moins en moins secrète. En janvier 1992, des photos compromettantes sont découvertes par un laveur de carreaux et vendues à un tabloïd. Les Britanniques découvrent leur duchesse adorée au bras d'un riche playboy américain, Steve Wyatt, avec qui elle a passé des vacances au Maroc. Élisabeth II est sous le choc, mais ne veut pas répéter les erreurs du passé. Notamment celles qu'ont entraîné la débâcle du mariage de la princesse Anne et de Mark Phillips. Le couple ne s'entendait plus du tout, se trompait, mais la reine avait longtemps refusé qu'ils divorcent. Cette fois, Élisabeth II accepte donc immédiatement, après ces révélations, qu'Andrew et Sarah se séparent. Mais à une seule condition, qu'ils se montrent soudés autour de leurs deux filles, Béatrice et Eugénie, encore en bas âge. Mais la souveraine est alors loin de se douter que l'affaire Fergie va connaître un second chapitre, encore plus retentissant. Revenons donc à notre 20 août 1992, au château de Balmoral.
Il est tôt, les joueurs de cornemuse ont réveillé comme à leur habitude la reine, et le petit déjeuner a été servi dans la salle à manger. Entre autres gourmandises, sur une table sont également disposés les quotidiens du jour, dont le Daily Mirror qui fait sa une sur le nouvel amant de Fergie. Encore un riche américain, un Texan du nom de John Bryan. Les nombreuses photos, le sujet tient sur 10 pages, laissent peu de place au doute sur la nature de leur relation. On y voit Fergie, au bord d'une piscine dans une villa à Saint-Tropez, seins nus, en train de se faire sucer les pieds par son amant. Interrogé plus tard par la presse, ce dernier tiendra à ajouter une nuance. Il ne suçait pas les orteils de sa maîtresse, mais les embrassait. Si la duchesse est alors séparée d'Andrew, le Royaume-Uni n'en reste pas moins choqué par ces images. Car aux côtés de ce nouveau couple en train de s'adonner à un passe-temps tout particulier, se trouve la petite Eugénie, coiffée d'un bob blanc, témoin de la scène. Si Sarah n'était pas une bonne épouse, les Anglais pensaient qu'elle restait au moins une bonne mère. En découvrant le journal de bon matin, le prince Philippe éclate de rage et le jette au visage de sa belle-fille qui était venue passer quelques jours de vacances à Balmoral pour tenter de recréer une atmosphère familiale. La reine tente de calmer son époux, mais celui-ci exige que Sarah Ferguson fasse immédiatement ses valises et qu'elle quitte sur le champ Balmoral. Quelques minutes plus tard, celle-ci monte dans une voiture direction l'aéroport. La famille royale ne lui adressera même pas un dernier regard. Depuis, Sarah Ferguson s'est quelque peu réconciliée avec la famille royale. Mère attentive et désormais grand-mère attentionnée, elle est restée proche de son ancien compagnon. D'ailleurs, Sarah et Andrew vivent toujours ensemble, mais séparément. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La reine, quant à elle, semble lui avoir pardonné ses maladresses du passé. Elle l'invite même à des événements. Le prince Philippe est un peu plus rancunier et lui en veut encore. Il faut dire aussi qu'en 1992, le pauvre prince Philippe était à bout de nerfs. Il ne faut pas oublier que 1992, justement, c'est ce que la reine appellera dans un discours resté célèbre son annus horribilis. Pas besoin de traduction, même pour les non-latinistes. Car plus que Sarah Ferguson cette année-là, c'est Diana qui enflamme la presse et fait vaciller l'institution monarchique. Lady Di, comme tout le monde l'appelle, fait partie de la famille royale depuis son mariage avec le prince Charles, l'héritier au trône, le 29 juillet 1981. La relation entre le prince et la princesse de Galles n'a jamais été très rose. On le sait désormais, Charles a été poussé par d'autres membres de sa famille, comme son père ou sa grand-mère, à épouser Diana. Lui en aimait une autre, Camilla, qui n'avait pas été jugée assez digne de devenir un jour reine consort. Alors, Camilla s'est mariée de son côté et Charles aussi a dû trouver une épouse. C'est d'ailleurs assez drôle et étonnant de replonger dans les archives de 1981, au moment des fiançailles et du mariage, car à l'époque, tout le monde voit Diana comme la princesse parfaite. Elle est jeune, sans histoire, on croit justement qu'elle ne va poser aucun problème à la famille royale. Alors que déjà, en 1981, dans les coulisses de ce mariage du siècle, rien ne se passe comme prévu. Diana comprend rapidement que Charles ne l'aimera pas. Il n'est jamais présent. Juste après sa demande en mariage, pour laquelle il n'a même pas pris la peine de mettre un genou à terre, il est rentré dormir de son côté, seul ou accompagné de Camilla. Lors de la conférence de presse pour l'officialisation de ses fiançailles, on se souvient de la réponse de Charles à un journaliste qui lui avait demandé s'il était amoureux. « Tout dépend de ce qu'on entend par être amoureux. C'est ouvert à interprétation, avait-il répondu. Une petite phrase que Diana n'oubliera jamais et qui scellera presque la fin du couple avant même qu'ils ne se marient. En 1992, le mariage de Diana et Charles est donc un terrible naufrage. En février, durant un voyage officiel en Inde, la princesse de Galles pose seule le regard triste devant le Taj Mahal, qui est censé être le temple de l'amour. Le message est on ne peut plus clair, et la photo fait le tour du monde, la reine voit rouge. Mais le vrai séisme a lieu le 7 juin. Le Sunday Times publie les extraits d'un livre écrit par le journaliste Andrew Morton, Diana, sa vraie histoire. Il y dévoile l'envers du conte de fées. Le désespoir de la princesse, ses tentatives de suicide, mais aussi l'infidélité du prince Charles. Diana assure ne pas avoir participé à l'écriture de cet ouvrage, mais l'on apprendra rapidement qu'elle enregistrait ses confidences sur des bandes magnétiques remises à une tierce personne qui les envoyait ensuite aux journalistes. Le palais de Buckingham tremble. La reine, en déplacement à Paris au même moment, tente de sauver les apparences. À son retour en Angleterre, elle convoque Charles et Diana à Windsor.
La réunion se déroule en présence du prince Philippe, qui somme sa bru de faire des efforts et des compromis pour sauver cette union déjà trop abîmée. Le duc d'Édimbourg ira même jusqu'à entamer une conversation épistolaire avec Diana pour lui prodiguer des conseils. Un jour, il lui écrit qu'il est prêt à faire le maximum pour Charles et elle, même s'il est loin d'avoir le talent d'un conseiller conjugal. « Vous êtes trop modeste, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre dernière lettre fait preuve de tact et de compréhension, » répond Diana tout en politesse. En privé pourtant, elle avoue qu'elle trouve les missives de son beau-père piquantes et offensantes. Bref, rien ne fonctionnera. La séparation du prince et de la princesse de Galles est officialisée le 9 décembre 1992 par le Premier ministre devant la Chambre des communes. Mais pour autant, le tourbillon des révélations ne s'arrête pas là. Bien au contraire, commence alors un véritable duel par médias interposés entre Charles et Diana. Le coup de grâce est porté le 20 novembre 1995. Sans prévenir ses conseillers et ses attachés de presse, Diana donne une interview à l'émission Panorama, diffusée sur la BBC. Une grand-messe qui réunit toujours beaucoup de téléspectateurs. Sans prévenir ses conseillers et ses attachés de presse, Diana donne une interview à l'émission Panorama, diffusée sur la BBC. Une grand-messe qui réunit toujours beaucoup de téléspectateurs. Ce soir-là, ils seront d'ailleurs plus de 20 millions à regarder Diana s'épancher en révélation. Face à son intervieweur, Martine Bachir, elle raconte ses tourments, sa dépression, ses automutilations, sa boulimie et surtout le désastre de son couple. « Nous étions 3 dans ce mariage. Il y avait un peu trop de monde, répète-t-elle. Elle avoue également avoir eu un amant, le major James Hewitt. Mais pire que tout, durant cet entretien, elle met en doute les capacités de Charles à devenir un jour roi, prétendant qu'il devrait peut-être être remplacé dans cette fonction par son fils aîné, le prince William. Diana commet là un véritable crime de lèse-majesté. On ne peut pas ainsi s'attaquer à l'institution monarchique et remettre en cause son fonctionnement. C'en est trop pour Élisabeth II qui accepte enfin ce qu'elle avait refusé jusque-là. Plus que la séparation, il faut que Charles et Diana divorcent. Le divorce, justement, sera donc officiellement prononcé en août 1996. Un an plus tard, Diana trouvera la mort dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. 1996 est aussi l'année du divorce officiel du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Visiblement, toutes les années 90 auront été pour Élisabeth II des annus horribilis, en partie à cause de ses belles-filles. C'était Royal, le premier podcast de Vanity Fair consacré à la royauté, présenté par Pierrick G. Retrouvez les autres épisodes de notre podcast partout où on écoute et l'on télécharge des podcasts, ainsi que sur notre site et nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager.